je suis effectivement maître d'enseignement à l'Institut fédéral des hautes études pour la formation professionnelle. Je suis donc suisse et notre système de formation est un peu différent qu'en France puisque 2/3 des jeunes de 16 à 25 ans commenceront un apprentissage pour aller ensuite vers l'université, vers les hautes études, alors que je crois qu'on est exactement dans l'inverse et que être en apprentissage n'est pas une tare dans notre pays, c'est valorisé et ça fait partie de notre système de formation. Donc les écoles professionnelles sont extrêmement peuplées et nous formons à peu près au travers de 230 professions différentes. Ces enseignants qui sont tous des praticiens qui ont un métier, qui ont un titre supérieur dans leur métier, viennent dans notre institut 2 ans pour acquérir des outils pédagogiques pour transmettre leur savoir professionnel. Et dans ce cadre-là, comment? Vous remarquez qu'il faut être bien latéralisé. Ok, donc ça fait depuis 1993 que je m'intéresse au développement des compétences psychosociales puisque j'ai eu la chance de faire partie du premier groupe qui, à l'OMS à Genève, s'est intéressé à ces compétences. Donc je vous ferai un rapide petit historique sur ces compétences et puis bien évidemment, une fois que nous les avons définies, il fallait trouver des moyens concrets pour les introduire à travers les actions de formation destinées en priorité à des enseignants, puisque c'est là qu'on trouvait la majorité des jeunes et des enfants, mais aussi tous celles et ceux qui s'occupent d'animation. Et nous avons essayé de créer des outils directement transférables. Je vous parlerai ensuite de ces compétences psychosociales parce que dès qu'on s'adresse à un établissement scolaire, la réponse immédiate c'est « mais nous on fait déjà ». Très bien. Mais quand vous posez la deuxième question, qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous les définissez, là ça devient un peu plus fragile. Et lorsque vous leur demandez, mais très concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place lors du développement des compétences psychosociales, là les réponses sont un peu plus lacunaires. Donc, qu'on le veuille ou non, nous nous poserons la question aussi des jeux de société, mais aussi des jeux vidéo et de gamification de l'enseignement, c'est-à-dire de l'introduction des jeux dans les stratégies d'enseignement en fonction des difficultés et des thèmes qu'il faudra transmettre à travers l'enseignement, mais ça pourrait être à travers un programme de prévention. Et je dirais quelques mots de Unplug, qui est un programme européen qui a été financé par les communautés européennes, qui s'est développé dans une 50aine de pays, j'allais dire, et dont la France a enfin compris l'intérêt de l'introduction de ce type de projet. Vous remarquerez que j'emploie de la diplomatie typiquement helvétique. Donc, en 1993, nous avons essayé de définir quelles pouvaient être ces compétences parce que notre problème était d'identifier des compétences qui puissent être intégrables, quel que soit le pays, la culture, le milieu social, et qui pouvaient s'intégrer dans toutes sortes de projets. Vous remarquerez que
dans notre réflexion, on est parti de prévention des toxicomanies, mais très rapidement, on s'est aperçu que le problème était plus général que ceci, et qu'avant de vouloir faire quelques types de prévention que ce soit, il fallait construire l'individu, lui donner les compétences nécessaires pour entendre, réfléchir, se développer. Et c'est là que nous sommes arrivés avec cette définition qui depuis est devenue générale dans nombre de projets de prévention. Ensuite, je t'assure, hop, voilà. C'est un bel exercice. Donc, nous avons choisi aussi un cadre éthique qui ont été la Convention des droits de l'enfant pour s'assurer que nous soyons dans des valeurs où les pays signataires des Nations Unies étaient partie prenante. Et vous remarquerez qu'à l'heure actuelle, cette question devient de plus en plus d'actualité au vu de ce que l'on peut observer en termes de conflits. Et en 1993, concernant mon pays, la Suisse, la protection des animaux était supérieure à la protection des enfants quand on étudiait les lois. Et les enfants étaient fort peu protégés. Les choses ont heureusement évolué. Mais vous remarquerez que c'est encore le cas dans nombre de pays où les enfants et les jeunes sont encore considérés comme quantité négligeable. À partir de là, de ce travail, nous avons essayé de faire migrer ces compétences et on les retrouve dans des programmes d'éducation à la citoyenneté, sur le racisme, les dépendances, mais aussi tout ce qui est les protections et le développement des programmes concernant les jeunes filles, par exemple, dans certains pays. Et on en retrouve aussi dans la protection de l'environnement. Si vous voulez, du point de vue théorique, nos modèles à l'époque étaient surtout anglo-saxons, du Royaume-Uni principalement, mais aussi des États-Unis. Et les sources avec lesquelles on travaillait à l'époque, c'était Bandura, Václavic, mais aussi le premier chercheur qui a introduit des projets de prévention, Botvin, qui lui travaillait déjà dans cette idée de lier les situations du quotidien, les compétences, avec là derrière toute une réflexion sur l'estime de soi, la confiance en soi, mais aussi comment prendre des décisions dans des situations à risque. Et à partir de là, donc, nous avons développé cette notion de compétence psychosociale. Et ce qui est important, c'est que si vous désirez, si vous avez des approches de ce type-là, c'est de bien préciser de quel type de compétences on parle et comment est-ce qu'elles se développent dans votre pays, votre culture, parce que on s'aperçoit que d'une région, d'une génération à l'autre, les paramètres diffèrent. Donc, on va réfléchir avec les spécialistes de prévention aux enjeux que rencontrent des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, et à partir de là, essayer de paramétrer quelles sont les compétences qui font défaut et qui permettraient à ces jeunes de devenir des citoyens à part entière, quelle que soit leur pratique ou leur appartenance. Donc, vous voyez que l'idée, elle part bien évidemment du développement personnel, de savoir qui on est,
quelles sont mes compétences, mais aussi quels sont mes points faibles, comment est-ce que je peux les renforcer, et aussi apprendre à réfléchir face aux situations du quotidien, en évaluant les risques, en étant conscient de la pression qu'exercent les pères sur soi, en réfléchissant sur son mode de vie, mais aussi en prenant conscience que j'ai des émotions, comment est-ce que je peux les exprimer, et de développer une notion qui me paraît très importante, qui est celle de l'assertivité. C'est quand je dis non, c'est non. Et tu ne viens pas plus loin que ceci dans mes choix et mes décisions. Mais aussi d'aborder le fait que qu'est-ce qui se passe quand malgré tout je consomme, comment est-ce que je peux réfléchir et bien évidemment développer une approche de limitation des risques concernant les produits, mais ça pourrait être d'autres domaines. Et vous remarquerez que l'idée, c'est aussi avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, d'aller étudier quels sont tous les autres possibles. Quelquefois, on est enfermé dans un mode de raisonnement et de travailler en groupe, d'échanger des expériences, de s'ouvrir à la pensée d'autres, à d'autres projets. C'est aussi peut-être se donner des chances de prendre d'autres alternatives, d'autres directions, etc. Bien. Donc, à partir de là, on a recherché qu'est-ce que l'on pouvait utiliser et on s'est tourné, bien évidemment, autour des jeux à laquelle vous avez joué enfant, parce que si vous réfléchissez, à travers les jeux, vous avez développé ces compétences. Vous avez appris à gagner, mais vous avez aussi appris à perdre, à gérer vos émotions, à négocier, à anticiper. Dans le fond, tout un ensemble à tricher, bien évidemment, et tricher avec art. Peut-être aussi de raconter des histoires, donc vous avez développé votre imaginaire. Et on s'est demandé, dans le fond, si ça n'était pas là une porte d'entrée pour essayer d'ouvrir ce type de compétences. Et là, je ne vais pas faire le procès des jeux vidéo, parce que je pense que entre les jeux de la tradition et les jeux vidéo, il y a beaucoup de points communs. Tous ces modes d'expression développent des compétences. Après, il faut bien évidemment se poser la question, quels sont les jeux de la tradition ou les jeux vidéo les plus adaptés pour essayer de résoudre un problème ou de faire face à des situations d'apprentissage complexes. Et dans les uns et les autres, on trouve des bijoux, pour autant que vous qui êtes des intervenants puissiez jouer vous-même avec ces jeux, avec les règles, les adapter et faire preuve de créativité. Et là, peut-être qu'il y a un travail de formation à faire. Mais vous remarquerez dans ce que j'ai essayé de définir sur ce slide, que dans le fond, ce qui nous paraît intéressant, c'est qu'on utilise des intelligences multiples et que des élèves qui éprouvent des difficultés dans le système scolaire, qui sont dans des formes et bâtis sur des formes d'intelligence plutôt logico-mathématiques, peut-être à travers le jeu vont reprendre confiance, retrouver l'estime d'eux-mêmes et opérer opérer transversalement des compétences
tout à fait intéressant. Je suis toujours étonné, pour avoir travaillé avec des adolescents, de les retrouver sur un terrain de football, de les voir travailler en équipe, réaliser un match, et tout d'un coup en classe être totalement perdu dès le moment où il faut organiser au travers de l'écrit une tâche complexe, certes, mais où ils perdent tout cet acquis qu'ils ont obtenu sur un terrain de sport. Donc notre travail va être de bâtir transversalement ces compétences de façon à ce que certains d'entre eux puissent les faire migrer et de ce fait retrouver une estime de soi, une confiance en soi suffisante pour affronter leurs difficultés d'ordre pédagogique. Ok, à partir de là, j'ai été recherché dans les jeux de la tradition et vous remarquez que à l'évocation de tous ces jeux, dans le fond, j'ai la démonstration de ce que j'essayais d'exposer jusqu'à maintenant, c'est que dans le fond, nous développons les bases utiles à tout processus d'apprentissage. Et pour cela, il suffit de connaître ces différents jeux et de les utiliser et de les intégrer dans des programmes d'enseignement, par exemple, puisque je m'occupe d'enseignants. Et il y a je sais pas, un point commun entre tous les enseignants d'Europe et d'ailleurs, c'est que dès le moment où on leur dit il faudrait peut-être utiliser telle méthode, ah mais mon pauvre monsieur, il n'y a pas le temps, il n'y a pas 5 minutes, les programmes, etc. Donc on essaye de leur démontrer qu'il faut quelquefois désobéir pour retrouver du temps, et grâce à la multiplicité de ces moyens, redonner à ces jeunes le plaisir d'apprendre, d'être motivés, d'être présents, et dans le fond de se réjouir de ce luxe qui est d'être dans un établissement et d'avoir la possibilité de progresser. Mais pour ça, utilisons du matériel tout simple qui existe, et le reste c'est une question de créativité, d'imagination et de flexibilité par rapport au programme. Quelquefois, et c'est mon principe en tout cas dans l'enseignement, il vaut mieux en faire peu mais très bien que de vouloir couvrir l'entier d'un programme et de laisser les 2/3 des élèves sur le côté parce qu'ils n'ont pas compris, parce que les choses sont allées trop vite, et que nous retrouverons ces jeunes que j'appelle les cabossés de la pédagogie dans votre système, dans un apprentissage qui est encore moins valorisé, etc. Il y a comme ça des histoires qui se reproduisent. Nous, ce qu'on aimerait essayer de faire en termes de prévention, c'est redonner des chances à des enfants, à des adolescents, et leur démontrer que c'est pas vrai qu'ils sont stupides, c'est de la méchanceté pure ou de la perversité de certains enseignants qui leur ont fait croire cela. Ils ont, chaque jour, ils fabriquent des cellules pour apprendre, et à preuve du contraire, tous, autant que vous êtes dans cette salle, vous êtes capables de progresser. D'ailleurs, je vais vous mettre au défi tout de suite